Speak, prosodie rate égale 90%, imaginez-vous mourir pour une fête. Adolphe Frédéric, roi de Suède, l'a fait au XVIIIe siècle. Son banquet final était épique et fatal. Découvrez l'histoire complète de sa mort par excès. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Préparez-vous à une histoire de roi, de banquet et de conséquences inattendues. Nous parlerons d'Adolphe Federico, roi de Suède au XVIIIe siècle, un monarque qui a aimé la bonne vie, en particulier la bonne table. Imaginez un homme avec un appétit vorace, capable de dévorer des quantités incroyables de nourriture à chaque repas. Son goût pour les délices était légendaire et sa passion pour la gastronomie, presque une obsession. Son régime était, pour le dire doucement, malsain. Nous parlons de plats abondants, pleins de délicieux délices dans les graisses et les sucres. Homard, caviar, champagne, tous en quantité excessive. C'était une fête quotidienne, une orgie gastronomique qui a contesté toute norme d'alimentation saine, même pour les normes de l'époque. Mais ce que pour beaucoup était un passe-temps agréable, pour lui, c'est devenu un piège mortel. Son corps, habitué à un excès continu, a commencé à montrer des signes d'épuisement. Les conséquences de leur style de vie malsain se sont approchées avec une étape ferme. Sans lui, semble réaliser la gravité de la situation. Un jour, après un banquet particulièrement opulent. Imaginez la Suède au XVIIIe siècle. Un royaume en pleine transformation, entre tradition et modernisation. Vous voyez un pays avec une monarchie puissante, mais aussi avec une noblesse influente qui remet en question le pouvoir réel. Les villes ont grandi, le commerce a prospéré, et bien que la vie rurale prédomine toujours, le changement s'est senti dans l'air. Pensez aux navires chargés de marchandises entrant et sortant des ports. Les nouveaux bâtiments qui ont augmenté à Stockholm, dans le mélange de cultures qui enrichissait la société suédoise de l'époque. La société suédoise était divisée en classes sociales très marquées, avec un grand écart entre les riches et les pauvres. Et la noblesse bénéficiait de privilèges et d'immenses possessions, tandis que la majorité de la population vivait dans la pauvreté rurale, travaillant sur la terre ou en tant qu'artisan. Le pouvoir de l'église luthérienne était significatif, influençant la vie quotidienne des gens. Les croyances et la morale. Et la culture était un mélange d'influences, avec des éléments de la tradition scandinave, mélangés à des modes et des idéaux européens qui sont passés par le commerce et les relations diplomatiques. Malgré son pouvoir, la monarchie suédoise a été confrontée à des défis. Les différends avec d'autres puissances européennes étaient fréquents et le pays a participé à des guerres et des alliances qui ont frappé leur économie et leur stabilité. Le roi, bien qu'entouré de luxe et de pouvoir, n'était pas exempté des pressions politiques et sociales de son temps. Et la vie à la cour suédoise était un réseau complexe d'intrigues, d'alliances et de rivalités, un scénario où la survie dépendait souvent de la capacité politique et de la vraie faveur. Mais avant l'opulence et la fin tragique, vous connaissez un jeune Adolphe Federico, prince de Holstein-Gottorp. Et sa vie, avant de devenir roi de Suède, était loin de la vraie pompe. Imaginez un prince avec une éducation rigoureuse, apprenant les arts de la diplomatie et de l'administration, se préparant à un avenir incertain, mais espérant atteindre une position élevée. Son ascension vers le trône n'était pas un chemin facile. C'était une danse politique complexe, un équilibre délicat des alliances et des négociations. Pensez aux intrigues de la cour, aux pressions des familles nobles, aux différends pour le pouvoir. Tout cela a entouré le jeune prince alors qu'il s'approchait inexorablement de la couronne suédoise. Enfin, le destin l'a appelé. Après une période d'incertitude politique, Adolphe Federico a été choisi héritier et, plus tard, est monté sur le trône suédois. N'oubliez pas que ce moment culminant était le résultat d'une stratégie politique longue et minutieuse, qui nécessitait une ruse, une patience et une bonne dose de chance. Son arrivée au pouvoir a marqué un nouveau chapitre de l'histoire de la Suède, bien que, comme vous le savez déjà, avec une fin inattendue. Imaginez un jeune Adolphe Federico, loin des normes rigides de la cour suédoise. Dans sa jeunesse, dans l'intimité de ses chambres ou sur les tables de ses amis, son appétit était légendaire. Ce n'était pas un amour simple de la bonne nourriture, mais une vraie passion, une voracité qui la distinguait. Son goût pour les spécialités était connu de tous. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%, nous avons parlé de banquets excessifs, où le montant ne semblait avoir aucune limite. Elle était ravie de plats lourds, plein de sauces riches et de viandes succulentes. Ce n'était pas un dîner délicat. Il aimait la nourriture abondante et savoureuse, quelle que soit sa recharge. Et la table était sa scène et chaque bouchée, une petite victoire. Son goût pour les bonbons était particulièrement remarquable. Des gâteaux, des confitures, tout ce qui était doux et exquis, la consommait avec enthousiasme. Ce n'était pas seulement une question de quantité, mais aussi de qualité. Elle a apprécié les ingrédients fins, les préparations élaborées, le plaisir des saveurs les plus raffinées. C'était un vrai épicurien. Mais retournons devant les tribunaux. Imaginez Adolphe Federico, laissant derrière lui ses banquets privés, se préparant à un mariage de commodité, mais aussi d'ambition politique. Son union avec Ulrika Leonora de Hesse-Cassel n'était pas un conte de fées, mais un article clé sur le Conseil d'administration européen du XVIIIe siècle. C'était une stratégie pour renforcer les alliances et peut-être pour assurer la succession du trône suédois. La maison de Hesse-Cassel, une famille influente dans le Saint-Empire romain, a offert des connexions et du pouvoir. Pour la Suède,
Un mariage avait que signifié une plus grande stabilité politique et un accès aux ressources. Pour Adolphe Federico. Cela signifiait un pas de plus vers le trône, mais peut-être pas le type de romance qu'il aurait souhaité. Pensez aux négociations, aux traités, aux lettres scellées de cire. Tous une machinerie diplomatique en mouvement pour unir deux maisons royales. C'était un mariage arrangé. Oui, mais a eu des conséquences à long terme pour l'histoire de la Suède. Un lien qui, en quelque sorte, a scellé le sort du futur roi. Et donc, après le mariage, le moment est venu. Adolphe Federico est devenu roi. Mais pas avec le pouvoir absolu qui a peut-être rêvé. Son règne, bien que court, a été marqué par la lutte constante avec le Riksdag, le Parlement suédois. N'oubliez pas que la Suède, contrairement à d'autres monarchies européennes, avait un parlement avec une puissance considérable. Lui, un homme habitué à l'indulgence et au plaisir de la vie, s'est retrouvé face aux machines politiques complexes de son nouveau royaume. Ce n'était pas un roi absolu. Les litiges fiscaux et le contrôle du gouvernement étaient constants. Riksdag a gravement limité son autorité, le forçant à négocier et à donner à plusieurs reprises. Imaginez la frustration d'un homme habitué à prendre des décisions sans opposition, soudain, traitant d'un corps législatif qui l'a ralenti à chaque étape. Ce fut un choc culturel et politique, une bataille quotidienne pour le pouvoir qui a marqué son règne. Malgré les limites politiques, Adolphe Federico a tenté de quitter sa marque. Elle a promulgué certaines réformes, bien qu'avec peu de succès en raison de l'opposition de Riksdag. Son règne était une traction constante et desserrée, une lutte pour le pouvoir entre la couronne et le Parlement. Ce fut un combat qui, ironiquement, l'a distrait de ses excès culinaires, au moins pendant un certain temps. Mais rappelez-vous, l'histoire de son appétit insatiable est un élément fondamental de son héritage. Imaginez le palais royal de Stockholm, son opulence vous enveloppe. Détails d'or dans tous les coins, des tapisseries qui racontent des histoires de rois et de batailles, et un air de grandeur qui vous laisserait essouffler. En tant que spectateur, vous êtes un témoin de la vie quotidienne d'Adolphe Federico dans ce scénario somptueux. Regardez les banquets somptueux, la musique classique résonnant dans les grandes pièces, venant de conneries. Pensez aux danses de la cour, aux dames avec leurs robes en soie et en dentelle, les messieurs avec leurs uniformes impeccables, un spectacle de luxe et d'élégance. Dans les détails, la richesse et la puissance de la monarchie suédoise se reflètent. Vous êtes un invité silencieux, observant la vie de la cour, un monde de splendeur et de raffinement. Les galeries d'art du palais, pleines de chefs-d'œuvre, vous montrent la passion du roi pour l'art et la culture. Portrait de rois précédents, paysages impressionnants, sculptures en marbre. Chaque pièce est un témoignage du pouvoir et de la richesse de la couronne suédoise. Vous vous plongez dans cet univers de beauté, le reflet du luxe qui entourait Adolphe Federico. Le palais, avec ses jardins impeccablement prudents, propose un tribunal. Imaginez les sources qui poussent l'eau cristalline, les sentiers de pierre bordés de fleurs, une oasis de paix à l'intérieur de l'agitation palatiale. Vous vous promenez dans ces jardins, contemplant la grandeur et la beauté de cet environnement privilégié, un monde en dehors de la vie du roi. Prosodie, speak. Speak, prosodie Rategal, 90%, des salles d'or. Imaginez que vous entrez dans la vraie cuisine. Un immense espace occupé, avec une odeur intense d'épices et de viande rôtie. Ici, des centaines de chefs, assistants et serviteurs travaillent sans relâche, préparant des banquets dignes d'un roi. Voire d'énormes tables pleines d'ingrédients. Oiseaux exotiques, poissons brillants, fruits juteux de vrais cerfs et montagnes de légumes frais. C'est une symphonie d'arômes et de couleurs qui vous transporte à l'opulence de la cour suédoise. Regardez les poêles en bronze poli, brillant sous la lumière des bougies. Les chefs, avec leurs capuchons blancs et gras, se déplacent avec une précision incroyable. Chaque plat est une œuvre d'art, une création soigneusement élaborée pour ravir le palais du roi et ses invités. Des sauces complexes sont préparées. Les pains aromatiques sont cuits au four, la viande avec des herbes exotiques apportées de terres lointaines sont marinées. Une véritable exposition de talent culinaire. Imaginez l'arôme enivrant qui remplit l'environnement, la douceur des desserts, l'intensité des viandes cuites, la fraîcheur de la salade. Une fête pour les sens. Chaque détail, de la présentation des plats à la sélection des vins, est un soin approfondi. Ce n'est pas seulement une cuisine. C'est un scénario où la grandeur et la puissance du roi sont représentées par l'exquisité de sa table. Un univers de saveurs et d'arômes qui aurait bientôt des conséquences fatales. De cette cuisine animée, imaginez les plats qui ont atteint la table du roi Adolphe Federico. Son goût pour l'excès s'est reflété dans ses fêtes. Nous avons parlé d'un banquet qui a contesté l'imagination, un gaspillage de saveurs et de textures qui sont presque incroyables aujourd'hui. Pensez à des oiseaux de chasse exotiques, farcis avec les plus belles herbes et épices, un déploiement de viande rôtie, juteuse et aromatique, accompagné de sauces faites d'ingrédients que vous ne trouvez que dans les livres de cuisine les plus anciens. Mais non seulement la viande vivait le roi. Les fruits de mer, apportés des côtes les plus éloignées, étaient un autre de leurs caprices. Homards géants, huîtres fraîches et moules succulentes, toutes préparées avec les techniques les plus raffinées de l'époque. N'oubliez pas que nous parlons d'un moment où la présentation était aussi importante que le goût, et chaque plat était une petite œuvre d'art culinaire. Et bien sûr, les desserts. Imaginez des montagnes de bonbons, des gâteaux à base de crèmes exquises, des fruits configurés et recouverts d'un glaçage vif. Plusieurs étages, décorés de figurines de sucre et de fruits rouges, un spectacle de vue et une fête pour le palais. Une fin douce et excessive,
qui a terminé la véritable expérience gastronomique. Imaginez la scène. Une table complète, une fête digne des rois. Mais ce banquet n'était pas une célébration, mais le prélude à une tragédie. Adolfo Federico, avec son appétit légendaire, a fait face à un menu qui, en fin de compte, serait mortel. Lobster, caviar, aranque, une fête de saveurs fortes et riches qui ravit leur palais, mais cela deviendrait ses dernières collations. Le plat principal était une fête de saveurs fortes, un canard rempli de truffes et de homards, accompagné de champagne. Cela a été suivi par d'énormes quantités de desserts, y compris un gâteau d'amandes et de crème, et bien sûr, le dessert préféré du roi. 14 parties de son dessert préféré. Un sucré avec de la crème fouettée et un mélange complexe d'épices qui ont terminé un banquet déjà excessif. Pouvez-vous imaginer la quantité de nourriture? La quantité de nourriture était tout simplement incroyable. N'oubliez pas que nous parlons d'un roi avec un appétit vorace. Et ce banquet était sa dernière et la plus mémorable nourriture. Son corps, habitué aux excès, s'est rendu à l'avalanche des délices. Un banquet qui, au lieu de célébrer la vie, a scellé son destin. Et la combinaison de plats, de la quantité excessive, et peut-être une certaine intolérance, a déclenché une série d'événements qui culmineraient dans une mort tragique. Un banquet de proportions épiques vous a étendu. Le homard, rouge et brillant, gisait dans des plaques en porcelaine, leurs pinces menaçantes. L'arôme de la mer a été mélangé à la douceur du forage du cava, servi dans des verres en verre sculptés. Parmi les homards, les petites crevettes, presque invisibles, cachées, espérant être découvertes par l'appétit vorace du roi. Adolfo Federico, avec son look fixé sur la montagne de Mangeard, bondit sur la nourriture. Le homard, avec sa chair ferme et sa saveur intense, a été dévoré de plaisir. Le cava, étincelant et rafraîchissant, est descendu dans sa gorge à chaque bouchée. Les petites crevettes, presque une note de bas de page de la fête, ont disparu rapidement. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale, 90%. Mais cette combinaison apparemment délicieuse deviendrait sa condamnation à mort. Et la riche viande du homard, l'alcool cava et la quantité de nourriture ingérée en si peu de temps ont commencé à faire des ravages sur leur système. Un cocktail mortel qui, sans lui, a préparé la fin de son règne. Imaginez l'opulence de ce tableau, vous, en tant qu'observateur privilégié. Ce n'était pas seulement un repas. C'était une déclaration de pouvoir, une démonstration du statut d'Adolfo Federico. En Suède du XVIIIe siècle, la nourriture n'était pas simplement un soutien, mais un symbole de richesse et de position sociale. L'accès à des ingrédients exotiques tels que les homards, importés à un coût élevé, était un luxe réservé à l'élite. Pensez au nombre de personnes qui ont travaillé pour préparer cette fête. Chefs, serviteurs, pêcheurs. Une chaîne de travail qui reflétait la structure sociale hiérarchique. L'abondance dans la table du roi contrastait fortement avec la pénurie subie par une grande partie de la population. Et la nourriture était donc un indicateur de l'inégalité sociale en vigueur. La même cérémonie de la nourriture était un rituel, un spectacle soigneusement orchestré. Chaque plat, chaque boisson, chaque détail était chargé de sens. Et elle ne mange pas seulement. C'est pour participer à une mise en scène élaborée qui a réaffirmé le pouvoir et l'autorité du monarque. Un banquet comme celui-ci n'était pas seulement un repas, mais une représentation politique. Mais cette opulence avait un prix. Jour après jour, Adolfo Federico s'est donné à des banquets excessifs. N'oubliez pas cette image de la table complète, des plaques débordantes. Imaginez maintenant l'effet sur votre corps. Les conséquences de l'excès ont commencé à devenir visibles. Un gain de poids inquiétant, une fatigue constante qui l'éloignait de ses véritables fonctions. Sa santé, autrefois robuste, s'est détériorée à pas de géant. Les médecins du tribunal, alarmés par leur état, ont tenté en vain de contrôler leur appétit vorace. C'était comme si le roi était pris dans un cercle vicieux, où le plaisir momentané de la nourriture devenait un fardeau insupportable pour son corps. L'indigestion est devenue son partenaire inséparable. Des douleurs abdominales intenses, des nausées constantes. Votre corps, soumis à un stress continu, ne pourrait plus traiter la quantité de nourriture que vous ingérez. Chaque bouchée, une fois un plaisir, est maintenant devenu un tourment. Votre estomac se rétrécit en imaginant ce qui s'est passé ensuite. Une douleur nette a commencé à saisir son corps. Ce n'était pas une simple indigestion. C'était une attaque brutale contre son corps. Une réponse viscérale à l'excès de nourriture ingérée. Et la nausée l'a envahi, un torrent d'inconfort qui s'est penché en deux. L'opulence du banquet est devenue un cauchemar. Et la douleur s'est intensifiée, se propageant comme une vague dans tout son corps. Chaque respiration est devenue une épreuve, un rappel des dommages infligés. Et la fièvre l'a saisi, un feu qui a consommé sa force. La faiblesse l'a envahi, volant l'énergie vitale. Leurs membres se sentaient lourds, comme s'ils étaient pleins de plomb. Le roi, habitué au pouvoir et au luxe, était maintenant impuissant, à la merci d'une douleur qu'il a subie sans relâche. La respiration était de plus en plus difficile, agitée et superficielle. La nouvelle s'est répandue comme une poudre à canon. Dans la cour suédoise opulente, la joie de la récente célébration est devenue un silence glacial, brisé uniquement par des chuchotements de panique. Vous pouvez l'imaginer vous-même. L'opulence des salles royales était désormais éclipsée par une ombre de mort imminente. Les médecins royaux, les visages tendus et inquiets, ont couru d'un endroit à un autre, chuchotant des diagnostics inquiétants. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable. L'air lui-même semblait vibrer avec incertitude. Le sort du roi,
et avec lui, l'avenir de la Suède, pendait à un fil. La reine, pâle et les yeux pleins de larmes, s'accrochait à l'espoir, tandis que les membres de la cour, habitués à la pompe et au luxe, faisaient face à la dure réalité de la mortalité. La panique, silencieuse mais omniprésente, a saisi tout le monde, créant une atmosphère suffocante dans le palais royal. Imaginez la scène. Le roi, pâle et haletant, entouré de vrais médecins dans ses chambres luxueuses. Ses visages, illuminés par des bougies, reflètent un mélange de préoccupation et de désespoir. Vous, privilégiés, observez. Voyez comment ils essayaient désespérément de soulager leur souffrance. Sangria, purge, ennemi, remède commun de l'époque qui, au lieu d'aider, deviennent un rappel cruel de l'inefficacité de la médecine du XVIIIe siècle. Prosodie, speak. Prosodie rate égale 90%. Les médecins, avec leurs perruques poussiéreuses et leurs tripes en velours, s'efforcent avec leurs instruments. Ces mains, experts dans l'anatomie de l'époque, effectuent des procédures qui sont aujourd'hui cruelles et inefficaces. Mais pour eux, ils étaient les meilleurs outils disponibles. Notez comment, malgré ces efforts, l'état du roi s'aggrave inexorablement. Et la mort semble traquer dans chaque souffle. L'air devient dense, chargé d'une odeur de médicaments et de désespoir. Chaque tentative de sauvegarde du monarque est en vain. Vous voyez comment l'angoisse prend le contrôle des vrais médecins. Conscients qu'ils sont confrontés à un échec inévitable. Ces visages, précédemment marqués par une concentration professionnelle, reflètent désormais le poids de son impuissance contre la mort imminente du ROI. Et la scène est un témoignage silencieux de la limite de la science médicale de cette époque. Vous, en regardant la scène, demandez ce que ces médecins pourraient faire. Sangria, la solution à tout mal selon la médecine de l'époque. Vous imaginez le roi, déjà faible, avec une nouvelle incision dans le bras, le sang coulant, dans une tentative désespérée d'équilibrer les humeurs, selon sa compréhension. Une pratique qui, loin de le soulager, l'a probablement affaibli encore plus. Ensuite, ils ont essayé des purges. Nauséabindes à bois, pleins d'herbes et d'extraits de plantes dans le but de nettoyer leur système, mais qui en fait provoquaient des vomissements et une déshydratation. C'était une époque où on croyait que les maux venaient d'une accumulation de toxines dans le corps. Parmi les remèdes les plus étranges figuraient les sangsues. Ces créatures bassées de sang, placées sur leur peau, pour tenter d'extraire la maladie. Un traitement qui a sans aucun doute aggravé sa situation, affaiblissant encore son état de santé déjà précaire. Pour vous, il est difficile d'imaginer ces méthodes de guérison. Et donc, jour après jour, le roi a reçu des traitements qui, au lieu de le guérir, s'approchèrent inexorablement de sa fin. Et la médecine du XVIIIe siècle, avec ses théories erronées et ses méthodes cruelles, est devenue un facteur clé dans la mort de l'empereur. En tant que spectateur, vous réalisez l'inefficacité de ces remèdes. Vous imaginez la scène. Le roi Adolphe Frédéric, pâle et affaibli, réside dans son lit, l'opulence du palais suédois contrastant brutalement avec son agonie. L'air est rempli d'un silence tendu, brisé uniquement par le halètement irrégulier de sa respiration. Ses yeux, autrefois brillants du pouvoir, sont maintenant voilés par la faiblesse, reflétant la fin de son règne et de sa vie. Les médecins, impuissants face à la gravité de la situation, ne peuvent observer que leur souffrance. La douleur le prend en charge, une douleur qui va au-delà du physique, une douleur qui reflète la tristesse d'une vie terminée trop tôt, une vie marquée par un excès et un manque de modération. Ces dernières heures sont un tourbillon de sensations déroutantes, entre le délire et l'angoisse, un mélange de repentir et de démission. Le poids de sa couronne, autrefois symbole du pouvoir, ressemble maintenant à une charge insupportable. Le temps s'étend, chaque seconde devient une éternité. Et la mort s'approche, lente et inexorable, comme une ombre qui s'allonge dans l'obscurité de la pièce. Autour de vous, l'atmosphère est chargée d'une tension palpable, une attente silencieuse avant la finale imminente. Et la vie du roi, débordant de ses excès, sort lentement, laissant derrière lui un héritage d'avertissement. Soudain, un spasme a tourné son corps. Vous voyez comment ses yeux, auparavant vitreux et éteints, s'ouvrent sur le père, reflétant une terreur silencieuse avant l'imminence de la mort. Et sa respiration, déjà brisée, s'arrête complètement. Le silence du palais devient encore plus profond, plus inquiétant, tandis que la vie s'échappe du monarque. La scène est dramatique, presque irréelle. Un instant avant, j'étais là, agonisant, et maintenant, plus. Et la mort l'a surpris soudainement et de façon inattendue, au milieu de l'opulence et du luxe qui l'entourait, laissant tout le monde dans un silence étonné. Le roi, connu pour son appétit excessif, a trouvé sa fin d'une manière aussi raide que contradictoire. La fin vient avec une rapidité déconcertante. Il n'y a pas eu de long déclin, ni d'agonie prolongée. Simplement disparu. L'opulence de son environnement, qui depuis si longtemps était synonyme de son règne, sert désormais de toile de fond funéraire pour son départ inattendu. Une mort silencieuse et inattendue, qui laisse un vide dans le palais et dans l'histoire de la Suède. Prosodie, speak. Prosodie rate égale 90%. Sa mort, si soudaine et inattendue, a plongé la cour suédoise dans le chaos. Vous voyez comment les nouvelles se propagent comme la poudre à canon, laissant derrière lui un silence stupéfait, brisé uniquement par les chuchotements et les regards nerveux des courtisans. L'opulence habituelle de la cour pâle devant l'ombre de la mort du roi, un vide qui se sent dans tous les coins du palais. L'héritier du trône, Adolfo Federico, un jeune prince,
est soudainement immergé dans la lourde responsabilité de gouverner. Sa jeunesse et l'inexpérience s'opposent à la gravité de la situation, et vous percevez l'incertitude dans son regard tout en essayant d'assumer le contrôle d'un royaume de choc. La mort du roi a également apporté une instabilité politique. Vous êtes un témoin des intrigues palatiales, des alliances qui sont brisées et forgées, et la lutte pour le pouvoir qui commence à prendre forme entre les différentes factions de la cour. L'avenir du royaume est suspendu à un fil, incertain et menaçant. Au-delà du palais, la ville pleure le roi. Vous observez comment la nouvelle de sa mort atteint les rues, générant un choc et une préoccupation. L'incertitude sur l'avenir du royaume s'étend à tous les niveaux de la société, générant une atmosphère d'agitation et de peur. Mais l'histoire d'Adolf Federico ne se termine pas avec sa dernière bouchée. Son règne, bien que court, a laissé une marque sur la politique suédoise. N'oubliez pas que sa mort a ouvert la voie à une nouvelle ère, marquant un tournant dans la relation entre la monarchie et le pouvoir de la noblesse. Vous pouvez voir comment leurs décisions, bien que parfois influencées par leurs excès, ont façonné l'avenir du pays. Son goût pour une bonne vie, bien que mortel dans son cas, reflète également l'opulence de la cour suédoise à l'époque. Imaginez les parties somptueuses, les tables pleines de délices, un monde de luxe qui contrastait avec la vie de la plupart de ses sujets. Et sa mort, bien que tragique, sert de fenêtre à cet âge d'or, bien que éphémère. Au-delà du drame de sa mort, son héritage s'étend aux réformes qu'il a tenté de mettre en œuvre pendant son court règne. Bien que tout le monde ne réussisse pas, leurs efforts reflètent une tentative de modernisation de l'administration suédoise et de l'économie. Considérez-lui non seulement comme un roi qui est mort de l'excès, mais comme un caractère historique complexe, avec des succès et des erreurs. Son histoire, racontée au fil des ans, est devenue un avertissement et aussi une anecdote historique fascinante. C'est une histoire qui nous rappelle la fragilité de la vie et de la complexité des personnages historiques. Et vous, que pensez-vous de l'héritage de ce roi qui est mort pour avoir trop mangé? La mort d'Adolf Federico a laissé un vide sur le trône suédois, et la succession n'était pas exemptée de complications. Vous savez que son fils, Gustavo III, était l'héritier naturel, mais sa jeunesse et l'instabilité politique du moment ont généré de l'incertitude. La noblesse suédoise, toujours impatient de pouvoir, a observé soigneusement chaque mouvement, attendant l'occasion d'influencer la nouvelle ère qui allait arriver. L'avenir de la couronne était suspendu à un fil, selon les alliances et les intrigues qui ont été tissées dans l'ombre de la cour. Gustavo III, même un jeune prince, a dû naviguer avec prudence dans les eaux turbulentes de la politique suédoise. Son ascension vers le trône n'était pas exemptée de défis. L'opposition à son règne était palpable, et l'ombre de son père, morte d'une manière si particulière, planait sur lui. Elle a dû démontrer sa valeur en tant que souverain et gagner la confiance d'un royaume divisé, plein de factions nobles avec ses propres programmes et ambitions. Le jeune roi pourrait-il consolider son pouvoir et assurer la stabilité de la couronne? La succession au trône n'a pas été simplement résolue avec le couronnement de Gustavo II. La lutte pour le pouvoir s'est poursuivie après la mort d'Adolf Federico. Les différentes factions de la noblesse ont recherché des alliances stratégiques, essayant d'influencer les décisions du jeune roi et d'assurer son propre avenir. La stabilité du royaume dépendait de la capacité de Gustavo à naviguer dans ses relations politiques complexes et à imposer son autorité à une cour divisée. L'avenir de la Suède a été joué dans un délicat équilibre des pouvoirs. Imaginez la scène, vous, un médecin judiciaire du XVIIIe siècle, analysant le banquet qui a causé la mort d'Adolf Federico. Et la quantité de homards, caviar, champagne, fou. À l'époque, c'était la pointe de la gastronomie, un déploiement d'opulence. Mais, de notre point de vue moderne, nous voyons une pompe au cholestérol et un manque total d'équilibre nutritionnel. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Pensez à la quantité de graisse saturée, à la teneur élevée en sel et à l'absence de fibres presque totale. Un cocktail mortel pour quelqu'un qui n'est pas habitué à de tels excès. Et n'oublions pas le vin mousseux, qui n'a fait qu'aggraver la digestion. Pour nous, il est clair, une combinaison mortelle. Un tel banquet excessif pourrait provoquer une pancréatite aiguë, une obstruction intestinale ou même un arrêt cardiaque. Aujourd'hui, tout médecin vous avertirait des dangers d'un tel repas déséquilibré. Et la mort d'Adolf Federico, vue aux yeux modernes, est un exemple clair des risques de gourmandise. Mais était-ce juste coupable? Pas si vite. Pensez à l'époque. L'hygiène était différente. Les bactéries et les parasites étaient à l'ordre du jour, et un banquet de cette ampleur, avec des aliments potentiellement contaminés, était une pompe horlogère pour le système immunitaire de quelqu'un, même un roi. De plus, l'alcool a joué un rôle crucial. Non seulement le champagne, mais aussi les autres boissons fortes qui ont été consommées en grande quantité pendant la fête. Les lésions hépatiques causées par un excès d'alcool ont encore affaibli son corps, la rendant plus vulnérable aux infections. Imaginez la combinaison. Un système immunitaire commis par des aliments contaminés, un foie endommagé par l'alcool et une quantité excessive d'aliments riches en matières grasses et de cholestérol. Un cocktail mortel. Finalement, l'autopsie, bien que rudimentaire pour l'époque, a souligné une combinaison de facteurs qui ont contribué à sa mort subite. Alors, la légende qu'il est mort pour trop manger est vraie? Eh bien, oui et non. La vérité est que la consommation excessive de fruits de mer, le hareng, le caviar et d'autres spécialités, combinée à du vin sucré,
ont sans aucun doute contribué à son résultat mortel. Mais ce n'était pas la seule cause. N'oubliez pas que je vous ai dit l'hygiène précaire de l'époque. Imaginez un banquet avec des centaines de plats préparés sans les normes sanitaires que nous supposons aujourd'hui. La réalité est plus complexe. La légende simplifie une situation médicale probablement beaucoup plus compliquée. L'excès de nourriture a provoqué une surcharge dans son système digestif, l'affaiblissant gravement. Cet affaiblissement le rendait vulnérable à d'autres maladies qui, dans des conditions normales, auraient surmonté sans problème majeur. Pensée Y comme la goutte qui remplit le verre. Ainsi, la légende de la mort par la gourmandise est une simplification, une façon de raconter une histoire dramatique et mémorable. Il est vrai que la quantité de nourriture était excessive et a contribué directement à sa mort, mais ce n'était pas la seule raison. C'était une combinaison de facteurs. Suralimentation, de mauvaises conditions sanitaires et probablement une infection sous-jacente. En d'autres termes, c'était une tempête parfaite de malchance et d'excès. Mais était le cas d'Adolfo Federico? Pas tout à fait. Tout au long de l'histoire, la gourmandise a gagné des vies, bien que rarement spectaculairement. Pensez aux banquets romains, par exemple, où l'ostentation et la quantité de nourriture servie étaient presque aussi importantes que le goût. De nombreux empereurs et nobles ont succombé à des maladies liées à l'excès d'aliments et de boissons, bien que les causes exactes soient souvent incertaines. À l'époque médiévale, les fêtes étaient une partie importante de la vie de la noblesse et de la royauté. Cependant, le manque de refroidissement et de mauvaises pratiques d'hygiène ont contribué à l'intoxication alimentaire qui, ajoutée à l'abus d'alcool, pourrait être mortelle. Imaginons un roi médiéval, le visage gonflé et rincé, luttant pour respirer après une fête de plusieurs jours. Même plus récemment, il existe des cas de décès documentés, bien que moins dramatiques que celui du roi suédois. Il y a eu des cas de candidats dans des compétitions alimentaires qui ont subi de graves problèmes de santé, certains même avec des conséquences mortelles. Parfois, la pression sociale et la compétitivité, plus qu'une simple gourmandise, ont joué un rôle important. Mais l'histoire d'Adolfo Federico n'est pas seulement une tragédie individuelle. Il nous parle également de la cuisine suédoise du XVIIIe siècle. Imaginez l'opulence de la cour suédoise à l'époque. Pensez à des banquets somptueux, avec des plats pleins de viande, de poissons et de desserts élaborés, un échantillon clair de l'influence de la cuisine française, qui était très à la mode dans toute l'Europe. Prosodie, speak. Prosodie rat égal, 90%. La cuisine suédoise traditionnelle, quant à elle, était basée sur des produits locaux. Des poissons abondants de la Baltique, des viandes de chasse et des légumes de saison. Mais l'arrivée de nouvelles idées et produits du continent européen, en particulier de la France, a transformé le tableau de la noblesse suédoise, introduisant des techniques raffinées et une plus grande sophistication dans la présentation des plats. La consommation excessive de nourriture riche et élaborée, comme celle qui a mis fin à la vie d'Adolfo Federico, était une pratique courante parmi l'élite européenne de l'époque. En Suède, l'influence française a entraîné une adoption de techniques culinaires plus complexes et l'utilisation d'ingrédients exotiques, ce qui a accru l'attractivité des banquets réels mais, parfois, avec des conséquences mortelles. Pensez à l'Europe du XVIIIe siècle, une époque d'opulence et d'excès au tableau de la noblesse. J'imagine des banquets sans fin avec des plats élaborés, pleins de viande, de poissons et d'oiseaux ornés de sauces riches et complexes. Des épices exotiques ont été utilisées, apportées de terres lointaines, pour donner une touche de distinction à chaque délicatesse. Pour vous, la fête était une démonstration de puissance et de statut. Le sucre, un produit de luxe, était indispensable dans les desserts et les boissons. Elle a été consommée dans d'immenses quantités, dans les gâteaux et dans le délicieux chocolat qui a été pris avec du lait ou de l'eau. La culture du café, qui était déjà en plein essor, était un rituel social important, en particulier dans les tribunaux européens. Pour vous, chaque bouchée était une expérience sensorielle, un spectacle pour les sens. Mais tout n'était pas du luxe. Pour la majorité de la population, la nourriture était beaucoup plus simple et plus humble. Le pain, les céréales, les légumes de saison et les légumineuses ont formé la base de leur alimentation. Et la viande était un luxe qui ne pouvait se permettre que des occasions spéciales. Et la vie était difficile et la nourriture reflétait les inégalités sociales de l'époque. Pour vous, la différence entre l'opulence de la cour et l'austérité du peuple était épouvantable. Mais imaginez le médicament alors, très différent de celui que vous connaissez. Au XVIIIe siècle, la compréhension du corps humain était assez limitée. Les théories médicales étaient basées sur des idées anciennes, telles que les humeurs, et les traitements étaient souvent aussi étranges que inefficaces. On pensait que les maladies étaient un déséquilibre de ces humeurs, et les saignements, les purges et les vomissements étaient courants. N'oubliez pas que les autopsies étaient inhabituelles, donc la compréhension de l'anatomie et de la physiologie était superficielle. Il n'y avait pas d'antibiotiques, ni de vaccins, pas même une compréhension claire de l'hygiène. Les infections étaient un danger constant et, à plusieurs reprises, le traitement a aggravé les choses. Pour vous, une simple coupe pourrait être une condamnation à mort. En plus du manque de connaissances scientifiques, il y avait de nombreuses croyances et superstitions populaires qui ont influencé le traitement des maladies. Les remèdes maison, les guérisseurs et les pratiques qui semblent étranges, voire dangereux aujourd'hui, ont été utilisés. La foi dans l'intervention divine a également joué un rôle important. En résumé, la médecine du XVIIIe siècle était un domaine plein d'incertitudes. Pensez à la Suède du XVIIIe siècle, un pays avec une puissante monarchie, mais aussi avec un tribunal plein d'intrigues et de rivalités. La mort d'Adolphe Federico,
bien qu'apparemment en raison de causes naturelles, est devenu un événement ayant des conséquences politiques importantes. Sa mort soudaine a laissé un vide de pouvoir que beaucoup voulaient combler. Son fils, Gustavo III, était jeune et ambitieux. Et la succession n'était pas exemptée des défis. Il y a eu des factions devant le tribunal qui ont vu dans la mort du roi l'occasion de renforcer leur propre position et, peut-être, même de contester le pouvoir de la couronne. Et la stabilité du royaume a battu un fil. La mort du roi s'est également produite dans un moment de tension internationale. Et la Suède était immergée dans des relations complexes avec d'autres puissances européennes, et l'instabilité interne pourrait être utilisée par ses ennemis. Gustavo III, récemment couronné, a dû causer avec prudence ces eaux turbulentes, essayant de consolider leur pouvoir et de protéger les intérêts de la nation. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Pensez à la Suède de ce moment, un pays qui, malgré sa puissance monarchique, a navigué dans des eaux internationales complexes. Sa relation avec la Russie, par exemple, était une danse constante entre la coopération et la tension. Les deux nations partagent les frontières et les aspirations, ce qui a généré des frictions, en particulier pour le contrôle des territoires de la Baltique. Avec d'autres puissances européennes, comme la France et l'Angleterre, la situation était tout aussi délicate. La Suède a cherché à maintenir un équilibre, évitant trop d'alliances compromettantes qui pourraient le faire entraîner des conflits majeurs. La diplomatie était donc un outil fondamental dans la stratégie suédoise, avec constamment en mouvement des ambassadeurs et envoyés entre les tribunaux européens. Le commerce a également joué un rôle crucial dans les relations internationales suédoises. Le contrôle des routes commerciales maritimes et la concurrence contre les ressources étaient des sources constantes de tensions et de négociations. La Suède devait garantir l'accès aux marchés et aux matières premières, ce qui l'a forcé à naviguer soigneusement parmi les grandes puissances, cherchant à maintenir son indépendance et sa prospérité économique. En résumé, la Suède du XVIIIe siècle s'est déplacée dans un conseil international complexe, où la survie et la prospérité dépendaient d'une navigation qualifiée entre les alliances, les rivalités et les conflits. La mort d'Adolfo Federico, bien qu'en raison de causes internes, s'est produite dans un contexte international marqué par ces dynamiques, ce qui a directement influencé la stabilité et l'avenir du royaume. Mais la vie, même dans un palais, a poursuivi son cours. Après la mort du roi Adolfo Federico, vous rencontrerez la reine Luisa Ulrika, une femme forte et avec une personnalité complexe, qui a soudainement regardé dans une position d'énorme influence. Imaginez le vrai deuil, les protocoles de la cour, les intrigues politiques, tout cela pendant qu'elle a traité la perte de son mari. Sa relation avec son fils, le futur Gustavo III, n'était pas toujours simple. Un jeune homme ambitieux qui cherchait sa propre voie dans la politique suédoise. Elle, en revanche, a essayé de maintenir le contrôle, guidé par sa propre ambition et la nécessité de protéger l'héritage de sa fin de famille. Le tribunal a été divisé entre ceux qui l'ont soutenu et ceux qui y ont vu une menace. Malgré la tristesse et les pressions politiques, Luisa Ulrika a continué à jouer fermement son rôle de veuve. Son influence devant le tribunal, bien que subtile parfois, était indéniable. Elle a continué à tisser ses propres stratégies, à la recherche de la meilleure façon d'assurer l'avenir de sa dynastie et sa position dans l'histoire de la Suède. Son héritage, au-delà du deuil, deviendrait une question de débat depuis des années. Mais comment Adolfo Federico a-t-il été perçu par son peuple? Contrairement à l'image d'un roi austère et sobre que de nombreux monarques du temps cultivaient, il était connu pour son appétit excessif. On a dit que leurs banquets étaient légendaires, non pas à cause de leur élégance, mais à cause de la quantité de nourriture débordante qui a été servie. J'imagine que pour vous, l'idée d'un roi qui se souciait davantage de remplir son estomac que des affaires d'État peut être curieux, non? Les chroniques du temps le peignent comme un homme d'une grande taille physique, avec une prédilection pour les spécialités les plus riches et les plus abondantes. Il ne s'agissait pas seulement de manger beaucoup, mais de le faire avec un goût pour les abondants exagérés, pour une abondance excessive. Son image publique, vous voulez ou non, était associée à ce passe-temps excessif, devenant une sorte de légende populaire. Cette image, bien que peut-être ne pas nuire directement à son règne, a contribué à forger une perception particulière de sa personne. Un roi qui aimait la bonne table, sans aucun doute, mais aussi un roi qui, aux yeux de certains, semblait plus préoccupé par ses plaisirs personnels que par les besoins de son royaume. Pouvez-vous imaginer les conversations dans les tavernes, les commentaires parmi les gens ordinaires sur l'appétit du roi? Alors, comment l'histoire se souvient-elle d'Adolfo Federico? Eh bien que son règne soit court, sa mort, aussi extravagante que sa vie, l'a transformé en légende. Imaginez un roi qui meurt trop de manger. C'est une histoire qui se souvient de la génération après génération. L'image d'un monarque livré au plaisir de la table, contrastant avec l'austérité attendue de l'époque, a été enregistrée dans la mémoire collective suédoise. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Sa mort est devenue une sorte d'anecdote populaire. Une histoire qui a été racontée dans les tavernes et les maisons. Ce n'était pas seulement la quantité de nourriture, mais la variété. Homard, caviar, champagne, une orgie culinaire qui s'est terminée tragiquement. Pensez à la façon dont cette image, cette légende d'un roi qui est resté jusqu'à sa mort, a transcendé les frontières du palais et est devenue une partie de l'identité populaire. Bien sûr, au fil du temps, l'image d'Adolfo Federico a clarifié. Elle ne se souvient plus du roi glotton,
mais comme un personnage complexe, avec ses vertus et ses défauts. Mais cette mort due à un excès reste l'anecdote la plus rappelée. Ce qui a fait de lui un roi particulier et mémorable, un personnage qui transcende le simple fait historique pour devenir un symbole des excès et leurs conséquences. Une histoire qui captive encore aujourd'hui. Pensée Y. Un banquet excessif, une succession de plats riches et lourds, un excès qui a mis fin à la vie d'un roi. Adolfo Federico nous laisse une leçon amère mais précieuse. Son histoire nous rappelle l'importance de l'équilibre, le besoin de modération dans tous les aspects de la vie, pas seulement dans la nourriture. Il ne s'agit pas seulement d'éviter l'obésité ou les maladies, bien que ce soit une conséquence évidente. C'est la sagesse de trouver un point médian, de profiter des plaisirs de la vie sans nous laisser nous consommer. Combien de fois êtes-vous tombé dans la tentation de dépasser? Réfléchissez Y. L'histoire d'Adolfo Federico nous invite à remettre en question nos propres habitudes. Êtes-vous l'un de ceux qui se font emporter par des impulsions? Priorisez-vous l'équilibre ou laissez-vous être traîné par un excès? La modération n'est pas une limitation, mais un outil pour une vie plus complète et plus saine, à tous égards. Imaginez la scène. Un roi, Adolfo Federico, non vaincu par un ennemi sur le champ de bataille, mais par son propre appétit insatiable. Son histoire rappelle que même les puissants peuvent être victimes de leurs propres excès. Un banquet qui est devenu sa tombe, une leçon cruelle mais efficace sur la modération. Pensez à l'ironie. Un monarque avec tout le pouvoir et le luxe à sa disposition, a péri pour une faiblesse aussi humaine que la gourmandise. Et sa mort, soudaine et inattendue, a laissé un vide à la cour suédoise et une morale pour la postérité. Une fin douce amère pour un roi qui a profondément apprécié les plaisirs de la table. Son histoire, bien que tragique, sert de miroir. Cela nous rappelle l'importance de l'équilibre et de la tempérance dans nos vies. Un excès, aussi petit, peut avoir des conséquences dévastatrices. Adolfo Federico, le roi qui est mort pour avoir trop mangé, nous a laissé un héritage inattendu, un avertissement contre l'indulgence. Pour que vous puissiez approfondir encore plus dans la vie et la mort d'Adolfo Federico, je vous recommande de consulter plusieurs sources historiques. J'ai utilisé des livres spécialisés dans l'histoire de la Suède du XVIIIe siècle, en particulier de vraies biographies qui détaillent les coutumes et la vie courtoise de l'époque. Vous y trouverez des données précises sur son règne, ses goûts culinaires et les conséquences de son appétit vorace. J'ai également eu recours à des articles académiques et des magazines spécialisés dans l'histoire européenne. Ces publications offrent une analyse plus approfondie des causes de leur mort et de leur impact sur l'histoire suédoise. N'oubliez pas que les informations historiques sont parfois contradictoires. Il est donc toujours bon de comparer plusieurs sources. Pour les images, j'ai fouillé dans des archives historiques en ligne et utilisé des images du domaine public qui représentent la vie devant la cour suédoise du XVIIIe siècle. J'ai essayé d'être aussi précis que possible dans la recréation visuelle de l'époque. Vous pouvez donc vous immerger dans l'atmosphère de l'époque. N'oubliez pas que la véracité historique est fondamentale dans ce type de contenu. Dans la description de la vidéo, vous trouverez des liens vers toutes les sources que j'ai utilisées pour créer ce contenu. Je vous invite à explorer et à partager vos propres recherches si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le passé. Je sais que beaucoup vous posent des questions sur le gâteau. Oui, ce gâteau aux crevettes était le coupable. Son apport excessif, ainsi que d'autres spécialités, ont surchargé son système digestif. J'imagine que vous vous demandez si c'était vraiment le gâteau. Eh bien, la vérité est que c'était une combinaison de facteurs, une sorte de tempête gastronomique parfaite. Prosodie, Speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Un autre doute fréquent est de savoir s'il est vraiment mort sur place. Pas tout à fait. Elle a souffert de plusieurs jours de douleurs abdominales intenses, de vomissements et d'une terrible indigestion avant la mort. C'était une agonie lente et désagréable, loin d'une mort rapide et indolore. Et enfin, la question que tout le monde veut savoir. Qu'est-il arrivé au gâteau après leur mort? Eh bien, selon des sources historiques, le gâteau n'avait pas une fin glorieuse. L'histoire de sa mort était si mémorable que le gâteau est devenu un symbole de ses excès, et probablement, il a fini par oublier. J'espère que vous avez aimé découvrir la fin malheureuse du roi Adolfo Federico. Si vous l'avez aimé, donnez comme et abonnez-vous à Plus d'Histoire. Qu'en penses-tu? Laissez-le dans les commentaires. Prosodie et Speak.